Ok, donc on va parler d'un peu d'association d'antibiotiques parce que, comme vous le savez, la crise antibiotique est présente, elle est durable et elle doit nous inviter à nous poser plein de questions. Et on s'aperçoit qu'il faut changer beaucoup, beaucoup de paradigmes. D'accord? Alors, historiquement, quand on regarde les livres, qu'est-ce qu'on faisait avant et qu'est-ce qui a changé? Pendant très longtemps, on associait beaucoup, beaucoup les antibiotiques et les objectifs étaient multiples. Et on va essayer de voir aujourd'hui quels sont les niveaux de preuve de ces causes. Alors, on va prendre de façon plus simple les différents points. Première raison sur laquelle il est 15h04, c'est obtenir une synergie. On va essayer de dire qu'est-ce que ça veut dire obtenir une synergie. Deuxièmement, historiquement, hein, diminuer l'émergence de souches résistantes, diminuer la toxicité de traitement, élargir le spectre, et puis éventuellement maintenant l'effet antitoxinique et parler des bactéries multirésistantes et des associations. Et à chaque fois, on va voir le niveau de preuve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire obtenir une synergie? Il y a deux choses dans obtenir une synergie. La première, c'est diminuer la CMI d'un ou des deux antibiotiques associés. Quand on donne deux antibiotiques en même temps, parfois, quand un agit sur la paroi et l'autre sur la pénétration, on peut rendre le premier antibiotique plus actif. Ça veut dire que les concentrations nécessaires pour altérer le fonctionnement de la bactérie sont plus faibles. D'accord ? Mais c'est complètement inutile si l'antibiotique que vous utilisez a un très bon profil entre ses concentrations et les CMI. C'est ce qu'on appelle le profil pharmacocinétique, pharmacodynamique. Par exemple, quand vous traitez un colis par du claforant et qu'il est sensible par du claforant, ben, il y a telle concentration que ce n'est pas la peine d'avoir un associé. Ça n'apportera rien. Il est déjà au maximum de l'effet. D'accord ? La deuxième chose, c'est augmenter la bactéricidie. Tuer plus rapidement. Moi, j'ai été élevé, hein, en particulier par mon ami Edouard Bingham, par le fait qu'il faut tuer vite. D'accord ? Or, on s'aperçoit que ce n'est pas une vraie option. Parce qu'il y a beaucoup de situations cliniques où on voit que tuer plus vite, ça peut être dangereux. Vous savez tous, la typhoïde, rappelle-toi, quand tu étais petit, on disait qu'il faut augmenter les doses progressives de chloramphénicol pour ne pas tuer trop vite, à cause de la libération de toxines. D'accord ? Et puis, pour la syphilis, c'était pareil. C'est le phénomène d'Alzheimer. On ne voulait pas tuer trop vite parce qu'il y avait une réaction. C'est inutile dans d'autres et ça peut être dangereux dans certaines, et on va essayer de regarder ça. D'accord ? Alors, l'idée, tuer vite ou tuer doucement. Les papiers dans la littérature sont extrêmement nombreux. Et là, vous avez des méta-analyses portant sur des centaines de malades qui montrent que vous soyez bactéricide ou bactériostatique, si le germe est sensible à l'antibiotique, il n'y a pas de différence de mortalité, il n'y a pas de différence d'adoration. Donc, ça, on l'a depuis un moment. Ce papier, je crois qu'il date de 2004, c'est pas tout à fait nouveau. Ça, c'était sur les grammes plus que je vous ai montré. Là, c'est sur les grammes moins. Exactement la même chose. Est-ce que bactéricide, bactériostatique, analyse systématique de la littérature, et puis qu'est-ce qu'on voit? Ben non, il n'y a pas de différence que vous soyez bactéricide ou bactériostatique. L'importance, c'est d'être actif. Avec une exception qui est citée un peu plus bas, qui est écrite en tout petit, c'est la tigécycline. La tigécycline, vous savez que c'est un antibiotique qu'on donne pour les bactéries résistantes parce que le PKPD est tellement médiocre, ça veut dire la concentration d'antibiotiques est tellement proche des CMI que ce n'est pas une question bactériostatique, bactéricide, c'est une question de PKPD. Donc, et sur les grammes moins et sur les grammes plus, les méta-analyses nous disent qu'il n'y a pas d'avantage à tuer. Alors, ça c'était pour bactéricide, bactériostatique. Maintenant, est-ce que la synergie est une réalité clinique? Là encore, plusieurs méta-analyses entre 2004 et 2011 et qui montrent qu'il n'y a pas de moins de mortalité quand on fait une bithérapie ou quand on fait une monothérapie. Bien entendu, à condition que l'antibiotique soit actif, qu'il y en ait deux qui soient actifs, bien sûr. Voilà. Alors, donc ça c'était global. Sur les patients en réanimation, d'accord, en sepsis, revue systématique de la littérature, pas de différence entre la bithérapie et la monothérapie. Et donc, là encore, même pour des patients les plus sévères.
Le plus souvent qu'on en associe, on associe, nous, l'antibiotique de base, c'est presque toujours une bêta-lactamine. D'accord? Et on l'associe plus ou moins avec un aminoside. En général, c'est notre associé le plus fréquent. Là encore, mortalité sur les infections ABGN, mortalité bactériémie ABGN. Quand la souche est sensible aux céphalosporines, vous regardez, c'est sur le milieu. Il n'y a pas de différence. L'important... Hein? J'ai pas entendu. Tu le sais pas au début. Eh bien, on va arriver. Pourquoi t'es pressé? Tu veux que je raccourcisse mon topo? Ça, on t'a dit quand la souche est sensible. Après, on t'a pas dit qu'il faut jamais associer. On va te dire, si c'est ton objectif d'avoir une synergie ou de tuer plus vite, c'est pas un objectif. C'est ça que je suis en train de te démontrer. Et même les neutropéniques fébriles, qui est une situation où on se dit, il n'y a pas de polynucléaire, il faut absolument tuer vite, etc. Vous voyez, c'est plutôt, c'est pas significatif, mais c'est plutôt en faveur de la monothérapie et pas de la bithérapie. D'accord? Alors, tout ce que je vous ai montré, c'est des études adultes. D'accord? Bon. Maintenant, je vais vous montrer les études enfants. Ben, elles montrent la même chose. C'est extrêmement décevant. D'accord? Et là encore, combinaison antibiotique-thérapie pour les septicémies à gram négatif chez les patients bactériémiques, il n'y a aucune différence. 0,98. Vous voyez l'intervalle de confiance, il est là. Bon, une étude, ça c'est assez récente. Une autre étude, encore 2015, d'accord, pour les septicémies à entérobactéries, pas de différence entre les deux. Et alors, la seule différence que tu commences à voir, qui est la dernière ligne, c'est sur les germes résistants, ben, il y a une différence. Donc on commence à toucher le point que tu souvenais. Et puis là, il y a quelque temps, vous savez que en 2000, on a créé au sein du GPIP un observatoire national des méningites. Et puis, on a plus de 6000 méningites dans la base de données avec des renseignements cliniques, le germe, la sensibilité aux antibiotiques et l'évolution clinique. Et puis, il y a une jeune femme qui me dit, j'ai besoin d'une thèse, et j'ai besoin d'un article. Je lui dis, bah, écoute, je pose la question à l'ordinateur, combien on a de méningites à Escherichia coli? Je pose à Corinne, 400. Combien ont reçu céfotaxime pour Ciflox? 200. Combien n'ont pas reçu, on a reçu le céfotaxime tout seul? 200. Donc on s'est dit, on va regarder. Moi j'étais persuadé, je les prenais pendant des années, de rajouter de la ciprofloxacine aux méningites à gram négatif. Et quand elle a fait son boulot, j'étais persuadé que ça sortirait. Ça sortirait en faveur de l'association. C'était ça mon idée de départ. Et on l'a publié il y a très 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 peu de temps dans Clinical Microbiology and Infection. Voilà. Et puis, voilà, j'ai dit 400, c'était 381 exactement. Et vous voyez que 175 n'ont pas reçu de ciprofloxacine ont reçu en plus du céfotaxime de la ciprofloxacine. Et vous voyez que c'est très très décevant, c'est-à-dire que pas de complications, il n'y a pas de différence, il y en a un peu moins dans le groupe ciprofloxacine. La mortalité elle est exactement normale, mais ce qui devient beaucoup plus compliqué, c'est qu'il y a plus de complications dans le groupe ciprofloxacine. Et après analyse multiple, score de propension, analyse multivariée, etc., les résultats persistent. C'est-à-dire le groupe qui a reçu la ciprofloxacine a plus de séquelles et plus de décès que l'autre. Alors, on peut toujours dire il y a peut-être un biais de recrutement des patients, mais on a fait un score de proportion, on a fait des analyses multivariées, et au moins ce que je peux dire, ce que je peux affirmer, c'est que ça n'apporte rien. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui que je suis certain que la ciprofloxacine est dangereuse. En tout cas, je suis sûr qu'elle n'apporte rien maintenant dans le cadre des méningites à Escherichia coli. Ça. Et alors, ce n'était pas du tout un résultat que... Ce n'était pas pour ça qu'on était parti pour l'étude. On dit, on utilise ça, on va regarder. Et ça, c'est sorti dans tout. On a fait un score de proportion, on a fait des analyses multivariées, ça sort, tout sort. Bien sûr, la sévérité sort aussi. Alors donc, tu as vu, ce sont des souches qui sont à la fois sensibles au céfotaxime et à la ciprofloxacine. Bien évidemment, si tu tombes sur une souche céfotaxime S, R et ciprofloxacine S, ça va marcher. Donc on n'est pas dans ce cas-là. D'accord? Alors, troisième idée qu'on avait, c'était de dire, bah,
en mettant 2 antibiotiques, je vais générer moins de souches résistantes. C'était ça le jeu. Eh bien, c'est vrai in vitro. C'est-à-dire que quand tu mets 2 antibiotiques sur une boîte de pétri et tu fais des passages successifs, il y a moins de résistance. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans une boîte de pétri. La résistance, elle se fait au niveau des écosystèmes. Elle se fait au niveau du tube digestif pour les BGN, elle se fait au niveau du rhinopharynx pour le pneumocoque. Et là, les 2 antibiotiques ne sont pas là aux mêmes concentrations. Et maintenant, il y a des preuves qui s'accumulent qui montrent qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Je vais vous montrer quelques études. Ça, c'était des arguments pour. Incidence mutant résistant variable. C'est difficile d'avoir des mutants résistants 2 antibiotiques, mais au résultat final, eh ben, il y a des études comparatives. Et là encore, ils ont essayé d'évaluer la proportion de souches résistantes quand on fait une bithérapie et quand on fait une monothérapie. Vous regardez où il est le point au milieu, il est exactement au milieu. On ne favorise pas, même dans les études cliniques, le fait de limiter l'émergence des résistants. Quand je vous dis ça, j'ai vécu dans ça. Ce que je vous dis, c'est qu'on change de... C'est comme ça qu'on pensait il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est pas le problème. D'accord ? Alors, diminuer la toxicité du traitement, à l'évidence, c'est pas vrai. D'accord ? Aujourd'hui, par exemple, on sait que l'association pipé-vancomycine, pipétazo-vancomycine, augmente le risque d'insuffisance rénale de la vancomycine. On sait que vancomycine plus aminoside, on augmente la toxicité. Donc, c'est parfait, c'est pas vrai, et ça augmente aussi le risque de Clostridium difficile. Je ne parle pas des interactions médicamenteuses, etc. Donc maintenant, on arrive à ta question, c'est élargir le spectre. D'accord ? Augmenter le... Ça, c'est une vraie question. Et donc, en probabiliste, c'est ça que, quand tu commences ta bithérapie, c'est ça que tu vas rentrer. Ça va être maintenant pratiquement le seul objectif que tu vas avoir. D'accord ? La peur de l'impasse thérapeutique, la peur du fait que ton antibiothérapie initiale ne couvre pas les deux. D'accord ? Et c'est accentué. Alors, l'exemple classique, Ampis, Ephotax, Listeria BGN dans les infections néonatales. Bon, il n'y a plus beaucoup d'infections à Listeria chez nous, mais je ne sais pas chez vous. Ampigenta pour couvrir Strepto B, coli BLSE, des colis, pardon, quand on a fait ça pendant des années dans les infections néonatales, entérocolite, etc. Alors, on va revenir maintenant sur les souches résistantes. Il y a un nouvel concept qui est arrivé, qui est l'effet antitoxinique. Alors ça, c'est vrai pour les coccigrammes plus, c'est vrai pour le streptoa responsable du sécréteur de toxines et pour les stapes. C'est vrai, d'accord ? Pantone et Valentine, toxic shock syndrome, fascite nécrosante. Et là, les molécules qui a rajoutées au bêta-lactamine, c'est d'abord et avant tout la clindamycine. Les autres, on a un niveau de preuve qui est bien moins bon. C'est pas on va passer de l'un à l'autre. Hein. Si c'est sensible à la clinda, il faut mettre la clinda. Avec la clinda, on sait. Avec les autres, in vitro, il y a un effet antitoxinique. In vivo, on a vu, des fois, on a des surprises entre in vivo et in vitro. Donc, on va arriver maintenant à un autre exemple. Moi, j'ai appris, j'ai enseigné pendant 20 ans que quand vous aviez une infection à pyocyanique, eh ben, il faut faire une bithérapie. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand la souche est bien sensible à l'un, on change rien. Voilà, méta-analyse. Bêta-lactamase plus aminoglycoside ou fluoroquinolone. D'accord ? Vous voyez où est-ce qu'on est ? Guérison clinique, mortalité bactérienne, mortalité globale, rien qui sort. Il n'empêche que il vaut mieux commencer par ça tant que tu n'as pas la sensibilité du pyocyanique. Mais dès que tu sais que le pyocyanique est sensible à une bêta-lactamine, tu ne gagneras plus rien, ou si tu as déjà l'antibiogramme, tu ne gagneras plus rien à la monothérapie. Alors c'était un pilier de... Je pense que tu l'as enseigné toi aussi, on l'a tous fait. Bon. Maintenant, c'est comme ça. Alors, c'est le même type de résultat. Association probabiliste, 6 bactéries sensibles à un des deux partenaires. D'accord ? Alors maintenant, la recommandation, la dernière de 2011, elle dit on vous conseille quand même de prescrire 2 en attendant que vous ayez le résultat de l'antibiogramme. D'accord ?
Alors maintenant, notre problème, et votre problème, ce sont les bactéries multirésistantes telles que vous avez. Est-ce qu'il faut associer ou pas associer? Malheureusement, là, il faut pour l'instant encore associer. Et on a des arguments cliniques pour penser qu'il faut associer dès qu'on a un germe résistant. D'accord? Alors, pourquoi on va allergique? Vous allez comprendre très 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 bien. Alors, là, je vous ai mis, je ne sais pas si je peux... Voilà. Là, je vous ai mis, par exemple, ça vous arrive de temps en temps d'utiliser la colimycine, d'accord? Quand vous utilisez la colimycine à la dose classique, voilà, ça c'est la CMI d'un colis résistant, à 2, c'est à peu près ça, ou d'une Klebsiella résistante. En fait, vous mettez 2 jours avant d'être au-dessus de la CMI, d'accord? Donc ça veut dire, là encore, vous avez des paramètres pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, vous êtes tout juste au-dessus de la CMI. Donc, la façon de s'en tirer, c'est de faire une dose de charge. D'accord? Avec la dose de charge, une seule dose de charge, après, on est beaucoup plus rapidement que ça au-dessus des CMI. Donc, quand tu utilises la colimycine, et je sais que vous l'êtes amené, il faut savoir faire la dose des 24 heures en une dose la première fois pour établir cette charge. Mais il n'empêche que les paramètres PKPD, c'est-à-dire pharmacologie, sont toujours assez médiocres. Vous êtes au pic à 2 fois la CMI. C'est pas grand-chose. Rappelez-vous, pour le claforant, vous étiez à 200 fois la CMI d'un colis sensible, ou pour le méro, vous êtes à 200 fois la CMI d'un sensible. Donc là, on peut comprendre. Est-ce qu'on a des arguments cliniques? Alors, l'autre fois, quand je suis passé à l'hôpital de Casa, où on utilise quand même pas mal de colimycine parce qu'il y a des germes résistants, on me dit, mais il y en a qui survivent. Oui, c'est vrai. Quand ils ont un score de mortalité faible, il n'y a pas de différence entre la bithérapie et la monothérapie. Mais dès que l'hémoculture pousse ou qui sont en état de choc, il y a une vraie différence entre la bithérapie et la monothérapie. Donc là, il n'y a aucun doute. Un patient sévère, suspect ou infecté par un germe BLSE, non seulement BLSE, mais carbapénémase, excusez-moi, puisqu'on n'est pas dans les BLSE, on est dans la carbapénémase. Il y a un vrai intérêt à la bithérapie. Voilà. Alors, donc, avant, quelques exemples, et je suis dans les 20 minutes, je te rassure. Voilà. Vous voyez que la physiopathologie est parfois mauvaise conseillère. C'est bien d'avoir des idées, il faut, en médecine sans idées, on ne fait rien, mais de temps en temps, il faut que ça soit confronté avec des données cliniques qui ne sont pas toujours disponibles au moment où on commence ce type d'études. Quand une souche est sensible au bêta-lactamide ou au quinolone, la bithérapie est inutile, voire dangereuse. Quand c'est sensible, c'est sensible. Bithérapie encore utile en empirique dans un contexte de résistance et ou d'élargissement du spectre. Beaucoup de nos protocoles sont aujourd'hui à revoir. Et je vais vous donner quelques exemples. Je suppose qu'il y a beaucoup d'unités de néonates ici à la Spurnep. Bon. Alors, si on revisite avec la résistance et pas la résistance, ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Infection materno-fétale, on ne peut pas se passer d'une association. Mais est-ce que vous faites toujours de l'agenta comme association ou la micacine? Eh bien, il faut arrêter l'agenta. Pourquoi il faut arrêter? Parce qu'on sait que on mettait l'agenta avec l'idée que c'était plus actif sur les coxygrammes plus, d'accord? Mais on sait que ça ne sert à rien d'être synergique pour le streptobé. Ça ne sert à rien. Par contre, pourquoi la micacine? C'est parce que vous avez des BLSE. Si vous avez un colis BLSE, la micacine a 2 fois plus de chances de marcher que là, la gentamicine. L'idée théorique qui était au début, on met de l'agenta parce que les colis étaient en plus sensibles à l'agenta et elle est plus synergique sur les coxygrammes plus, ne tient plus avec ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc, on est clair. La MOX, c'est égal le céphotax pour les coxygrammes moins. La micacine est supérieure à la gentamicine pour les BLSE. D'accord? Mais par contre, voilà, vous avez commencé à MOX à micacine et puis le laboratoire, il vous dit, j'ai un colis dans le gastrique ou j'ai un colis dans l'hémoculture. Le colis, normalement, ça pousse bien. Hein, on doit pouvoir l'avoir. Dès que vous savez que la souche est sensible au céphotax ou au méro, le céphotax est supérieur ou le méro est supérieur au céphotaxime. C'est juste un traitement d'attente en attendant les résultats. Ce n'est pas le traitement d'une septicémie à coli avérée.
même si elle est BLSE ou pas. Alors les affections secondaires, alors ça dépend du contexte, d'accord? Bon, moyenne BLSE, moi je reste très très favorable à cette association céfotaxime, et on change l'agenta pour la micacine, d'accord? Ou bien, quand il commence à y avoir pas mal de BLSE, pipetazo-aminoside. Vous utilisez la pipetazo ou pas? Non. Alors l'avantage de la pipetazo, c'est que c'est une molécule qui globalement a des paramètres pharmacocinétiques, pharmacodynamiques moins bons que le céfotaxime quand les souches sont sensibles, mais c'est actif sur 60-70% des BLSE. Donc quand vous ne savez pas, et si les derniers chiffres que j'ai vus la dernière fois que j'étais à Marrakech, que nous a présenté Mohamed Bouskraoui et la Soniped, on peut commencer à se poser des questions, en empirique sur le colis. À condition de ne pas avoir de méningite. À condition de ne pas avoir de méningite, bien sûr. Dès que tu as une méningite, ça veut dire céfotax si c'est sensible ou méro si c'est... Il n'y a pas d'autre solution. Ou céfépime ou autre chose. Voilà. Alors non, céfépime, même si le labo te répond un colis BLSE sensible à céfépime, il ne faut pas. C'est méro. Dans une méningite, c'est méro. Il n'y a pas de... les CMI sont trop élevés pour que tu puisses guérir. Donc voilà, on peut prendre toutes ces situations cliniques, entérocliniques. Maintenant, faut qu'on arrête avec l'agenta dans un contexte de BLSE. Si on rajoute le métronidazole, c'est parce que tout ça, c'est pas actif sur les anaérobies. Quand on fait pipetazo plus aminoside, l'avantage de la pipetazo, c'est que c'est actif sur les anaérobies. Bon. Néanmoins, quand une souche est sensible au céfotaxime, le PKPD du céfotaxime est supérieur à la pipetazo. Donc voilà, ça doit nous inviter à j'ai pris d'autres exemples, mais comme je vais dépasser mon temps, je ne veux surtout pas dépasser mon temps et je vous laisser la place aux différentes questions. Donc vous voyez, c'est des choses qui évoluent et qui vont encore évoluer. Il y a pas mal de molécules qui, là maintenant, il y a 2-3 ans, on était très pessimiste sur les nouvelles molécules qui vont arriver. Elles vont arriver, elles sont là, elles sont dans les 3-4 prochaines années pour nous en tout cas, mais elles vont pas nous changer la donne. Il va falloir être extrêmement précis dans nos prescriptions d'antibiotiques parce que les résistances apparaissent très très rapidement. Je vous remercie de votre attention.